Bienvenue officiellement dans l'équipe. Merci beaucoup. J'avais la tête pleine de questions. Je me demandais comment ça allait se passer. Si je serais à la hauteur. Si je ne ferais pas de bêtises dès la première heure. J'ai vraiment une grande envie de bien faire. Je veux me rendre utile, prouver que je ne suis pas juste un stagiaire qui attend la fin de la journée en regardant l'horloge. Et c'est exactement ce genre de mentalité qui va faire la différence. Je vais te dire une règle simple. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu me demandes même si ça te semble basique. Parce que c'est en posant les bonnes questions qu'on apprend vraiment. J'ai peur qu'en posant trop de questions on me trouve lourd. Ou qu'on se dit. Ce stagiaire ne sait rien faire par lui-même. C'est une fausse crainte que beaucoup de nouveaux ont. Ça me rassure d'entendre ça. Je voulais te demander comment ça va se passer concrètement. Est-ce que je vais avoir un bureau? Je vais te montrer les bains, te présenter aux collègues, t'expliquer notre manière de travailler. Ensuite tu auras de petites missions progressives. Je ne vais pas t'envoyer directement au front avec des dossiers trop lourds, ce serait injuste. Mon rôle c'est de t'accompagner, de corriger tes erreurs, de te donner des astuces, je serai un peu ton miroir. Quand tu feras une erreur je te la renverrai, mais sans te casser pour que tu progresses. Ça me donne l'impression que je ne suis pas seul, que je ne vais pas me noyer si je me trompe. Et puis savoir qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de me coacher, ça enlève une grosse partie de mon stress. Le mot « coach » ne veut pas dire « chef » ni « juge ». Ça veut dire accompagnateur. Je veux que dans quelques semaines quand tu repenseras à ton premier jour, tu te dises « j'ai appris plus que ce que je pensais possible ». Mais ça dépend aussi de toi, ton sérieux, ton envie, ta régularité. Je promets de donner le meilleur de moi-même. Même si parfois je doute, même si je me sens lent au début. Je veux vraiment progresser. C'est tout ce que je demande. Tu verras qu'à force de persévérance tu surprendras même ceux qui doutent de toi. Mon ex-mari m'a invité hier. Ah bon? Il m'a dit qu'il s'excusait pour tout et que je devais lui donner une seconde chance. Tu as accepté? Non. Pourquoi? Il y a des choses qui sont impardonnables. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il a fait. Au début de notre relation, il me faisait rire. Il savait parler. Il savait inventer des histoires. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces histoires n'étaient pas que des blagues. C'étaient déjà des mensonges. Des mensonges cousus dans le tissu de ma vie. Et chaque mensonge était une couture serrée qui m'empêchait de respirer un peu plus. Il sortait de la maison sans prévenir. Parfois une journée entière. Parfois 2. Je lui demandais, « Où étais-tu? » Et il me répondait avec un sourire. J'étais dans ma tête, comme si c'était une excuse. Mais la vérité, je l'ai apprise plus tard. Il courait partout pour emprunter de l'argent. Pas seulement aux banques, mais aux voisins, à mes amis, à mes proches. Tu imagines, il osait aller voir mon frère et lui dire, « Sandrine a besoin d'un coup de main. Tu peux me prêter. » Alors que moi je n'avais jamais demandé. Et quand l'argent n'arrivait pas, il inventait encore. Il disait qu'il avait un projet secret qu'il fallait l'aider parce que bientôt on vivrait une vie de rêve. C'est quel genre de mari ça? Un jour, la banque a appelé. Je croyais que c'était une erreur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un crédit avait été pris au nom de ma mère. Oui, ma mère. Une femme à la retraite qui n'avait jamais connu la moindre dette. Tu sais comment il a fait? Il avait volé ses papiers quand elle était venue passer quelques jours chez nous. Oh mon Dieu! Mais c'est inimaginable. J'ai vu le visage de ma mère. Elle tremblait. Ses mains ne tenaient plus rien. Elle regardait le vide comme si sa vie venait de se briser. Et moi j'étais là à côté d'elle, incapable de la protéger. Couverte de honte. Écrasée par une culpabilité qui ne m'appartenait même pas. C'est méchant. Il y avait sa manière de ne pas me considérer. Je n'étais pas une femme à ses yeux. Pas même une compagne. J'étais un meuble. Tu sais ce qu'il me disait parfois quand je tentais de lui parler. Il riait doucement et me lançait. Tu n'existes pas sans moi. Tu n'es qu'un décor. Et le pire c'est qu'à force de l'entendre, je commençais à le croire. Mais comment tu as supporté ça? Parce que j'étais enfermée dans une cage invisible. Une cage faite de ces mensonges. Chaque jour je m'éteignais un peu plus. Il ne m'a jamais levé la main dessus. Mais parfois je me dis que j'aurais préféré des coups. Parce que les coups au moins ça laisse des bleus qu'on peut montrer. Mais ce qu'il m'a fait ça ne laissait rien à l'extérieur. Seulement des fractures dans l'âme. Une nuit j'ai été hospitalisée d'urgence. Parce que j'avais découvert quelque chose d'irréel.
J'ai appris qu'il avait promis mon nom comme caution pour des dettes de jeu qui ne m'appartenaient pas. Quand j'ai su ça, mon cœur s'est serré d'une telle manière que j'ai cru mourir sur place. Et tu sais ce qu'il a fait. Il n'est pas venu me voir à l'hôpital. Pas une seule fois. Il a laissé ma mère seule à mon chevet. Et il a continué à courir dehors, à chercher encore de l'argent. J'ai compris cette nuit-là que je n'étais rien pour lui. Je vous ai laissé finir votre conversation, parce que je n'aime pas interrompre quelqu'un qui semble parler avec autant de passion, mais maintenant que vous avez terminé, j'aimerais bien savoir avec qui vous pouviez bien discuter d'un ton aussi sérieux, et en même temps aussi attendri, comme si vous étiez plongé dans une bulle, où le monde extérieur n'existait plus. C'était avec ma femme. Elle m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Vous n'avez pas mentionné sur votre CV que vous êtes marié. Je croyais que vous étiez encore un jeune oiseau libre. Voilà que vous me dites que vous êtes déjà enchaîné. Je croyais vraiment que vous étiez encore célibataire, libre comme l'air, et voilà que j'apprends que vous êtes déjà un homme engagé, et pas avec n'importe qui, mais avec une femme qui a accepté de vivre avec un homme sans emploi, un stagiaire potentiel. Quelle confiance, ou bien, quelle absence d'ambition, je ne sais pas trop. Je suis marié depuis 1 an. Elle a cru en moi alors que je n'avais pas encore de travail. Et je crois que c'est justement ce qui fait la force de notre lien. Si je comprends bien, il existe encore des femmes qui choisissent de marcher aux côtés d'un homme qui ne leur offre rien de concret, aucune stabilité, aucun filet de sécurité. C'est assez fascinant, parce que dans ce monde où tout le monde cherche la réussite, la sécurité financière, le confort matériel, il y a encore des femmes qui se disent « Je vais partager ma vie avec un homme qui n'a rien, qui n'a pas encore prouvé sa valeur, mais je vais lui donner mon nom, mon temps, et peut-être même mes espoirs. » L'amour ne regarde pas le portefeuille. Elle croit en un futur qui n'est pas encore visible. Elle n'a pas choisi le vide. Elle a choisi la promesse. Elle sait que je me bats, que je cherche, et que ce stage ici est un premier pas vers quelque chose de solide. L'amour n'est pas seulement une question de revenus bancaires. L'amour, toujours ce grand mot magique que tout le monde prononce quand il n'a rien d'autre à montrer. Je vous le dis honnêtement, dans le monde où nous vivons, une femme ambitieuse ne s'attache pas à un homme qui n'a pas encore de socle. Une femme ambitieuse choisit un homme déjà assis sur quelque chose, quelqu'un qui a déjà gravi quelques marches. Alors si votre femme vous a épousé alors que vous n'aviez même pas un emploi, je suis au regret de vous dire qu'elle fait partie de celles qui ne sont pas ambitieuses ou bien de celles qui se bercent d'illusions romantiques, et vous savez très bien que les illusions finissent toujours par se briser contre le mur de la réalité. Peut-être que vous avez raison pour certaines femmes, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Certaines préfèrent miser sur un homme pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il a déjà accompli. Elle a vu en moi plus qu'un sans-emploi. Elle a vu mon cœur, mon énergie, ma volonté de progresser. Et aujourd'hui je suis là, dans votre entreprise, justement pour commencer à bâtir ce socle que vous évoquez. Donc vous voulez me faire croire qu'une femme peut réellement se nourrir d'amour et de belles paroles. Vous voulez me convaincre qu'elle n'a jamais regardé votre compte bancaire, qu'elle n'a jamais pensé au loyer, aux factures, aux lendemains incertains. Pardonnez-moi mais j'ai beaucoup de mal à croire que l'on puisse construire un foyer avec uniquement des je t'aime, et des j'ai des projets. Un foyer ça se construit sur du solide, pas sur de simples promesses. Ce n'était pas que des promesses madame. C'était des engagements, chaque jour depuis notre mariage. Je me lève avec cette conviction que je dois faire mieux. Et aujourd'hui, c'est justement pour elle, pour nous que je commence ici. Ce stage n'est pas une fin, mais un début. Et n'oubliez pas je travaillais avant. C'est mentionné sur mon CV. Je n'ai qu'une chose à dire, j'espère que votre femme ne regrettera pas ce pari qu'elle a fait sur vous. Parce que parfois, quand on choisit l'amour sans ambition, on finit par se réveiller un matin avec un goût amer de déception. Mais peut-être que vous serez l'exception. Non madame, elle ne regrettera pas. Regarde un peu l'heure qu'il est. Tu crois que c'est normal de rentrer à cette heure-là? Je sais, mais ce n'est pas ma faute. Ma patronne m'a confié un boulot important. Elle m'a dit de finir absolument avant de rentrer. Je n'ai pas pu dire non. Un boulot important, pour un stagiaire. Dis-moi, c'est quel genre de boulot au juste?
Parce que là ça commence à m'inquiéter sérieusement. Ce n'est rien de suspect, je t'assure. Elle m'a demandé de préparer un dossier, de mettre de l'ordre dans des papiers, de vérifier certaines notes de réunion, des trucs administratifs qui prennent du temps. Depuis quand on demande à un stagiaire de rester jusqu'à pareille heure, pour gérer des dossiers confidentiels? Un stagiaire normalement fait des petites tâches, apprend, observe. Mais on ne lui donne pas des responsabilités de cadre. Mais justement, ça veut dire qu'elle me fait confiance. Peut-être que si je montre de quoi je suis capable, ça m'ouvrira des portes. Ou peut-être qu'elle veut profiter de toi. Un stagiaire qu'on garde tard le soir, qu'on surcharge de boulot. Tu trouves ça normal, parce que moi non. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu me connais. Je ne veux pas faire de vagues. C'est déjà difficile d'avoir ce stage. Je ne peux pas commencer à me plaindre. Ce n'est pas de la plainte, c'est de la dignité. Toi tu crois que tu rends service, mais en réalité tu t'épuises. Et moi je reste ici à t'attendre, à me demander ce que tu fais réellement. Franchement, de la manière dont ça commence, ça ne sent pas bon du tout. Tu exagères. Ce n'est que du travail. Non, je ne crois pas exagérer. Parce que moi je suis ta femme, et je vois des choses que toi tu refuses de voir. Une patronne qui garde un stagiaire tard le soir, qui lui donne des missions qui dépassent son statut, ce n'est pas normal. Tu devrais ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Tu crois vraiment qu'il y a un piège là-dedans? Je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que ça commence très mal. Et moi, je n'ai pas envie de te perdre dans des histoires où tu seras le seul à y laisser ta santé, ou pire, ton intégrité. Mais qu'est-ce que tu as encore fait à ma voiture? Je t'avais dit de la laver et de la faire briller. Et là on dirait qu'on a frotté la voiture avec quelque chose d'inexplicable. Madame, laissez-moi vous expliquer. Vous voyez ce que j'ai fait. C'est en fait une technique que j'ai inventée toute seule. Toute neuve. Toute brillante parce que vous m'avez dit de faire briller la voiture et que moi, je me suis dit. Rosalie, pourquoi utiliser un produit banal quand tu peux utiliser quelque chose qui brille vraiment et qui en plus a un petit côté économique qui fait que la patronne ne dépense pas inutilement son argent. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'huile. Celle qu'on utilise pour les pommes de terre. Parce que madame, voyez-vous, l'huile a bien fait briller ça. L'huile pour les pommes de terre, tu n'as pas lavé la voiture. Tu l'as graissée comme un poulet rôti. Oui madame. Mais comprenez-moi. Je me suis dit si on met de l'eau et du savon ça va juste laver la voiture. Et puis ça sera mouillé. Et la pluie va encore laver tout ça demain. Et puis pourquoi acheter du produit spécial voiture quand on a de l'huile sous la main, qui fait briller et qui sent un peu les frites? Rosalie, tu me fais peur. La voiture sent comme un fast-food ambulant. Oui madame. Mais ce n'est pas un défaut. C'est un avantage. Tu comprends au moins que ça colle partout. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Je crois que ton cerveau a pris un raccourci que je ne comprends plus. Pas du tout. Mon cerveau est parfaitement aligné comme les roues de la voiture. Et puis vous m'avez dit. Briller. Et elle brille. C'est exactement ce que vous vouliez. Mais avec un petit plus économique. Et parfumé. C'est collant. C'est pour que les mouches ne viennent pas trop s'approcher. Parce que vous savez, si la voiture est brillante mais pas collante, elles vont se poser et ça fait des taches. Et là avec le côté huileux c'est naturel. C'est aussi écologique. Tu as transformé ma voiture en friteuse géante. Je transforme les instructions en chef-d'œuvre et c'est exactement ce que j'ai fait. Si tu avais juste utilisé de l'eau et du savon, on n'en serait pas là. L'eau et le savon. C'est trop commun. Trop banal. Et ça n'a pas de personnalité. Moi, j'ai voulu que votre voiture ait un caractère unique. Un parfum inoubliable. Je vais appeler un garagiste. Non madame, ne faites pas ça. Je peux réparer avec mes propres mains et mon esprit créatif. N'appelez pas un garagiste s'il vous plaît. Je vais le faire maintenant. Je ne comprends plus rien dans cette maison. Je me donne du mal le matin jusqu'au soir. Je me casse le dos. Je frotte. Je balaie. Je ramasse même des poussières invisibles.
Je leur parle comme si c'était mes enfants tellement je suis gentille. Et voilà qu'aujourd'hui parce que j'ai eu la bonne idée. Une idée brillante que même les ingénieurs n'ont pas encore inventée. De laver la voiture de madame avec de l'huile. Voilà que madame, au lieu de me dire merci, au lieu de m'applaudir, au lieu de me donner une augmentation, elle dit qu'elle va appeler un garagiste. Comme si le garagiste allait me donner une médaille pour mon invention. J'ai tout fait pour faire plaisir mais madame n'est jamais contente, toujours à se plaindre comme si le sourire lui coûtait de l'argent. Si l'huile est mauvaise pour la voiture, pourquoi on met de l'huile dans le moteur? Personne n'a de réponse. Le garagiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essuyer. Il va prendre son chiffon. Il va nettoyer et il va se faire payer. J'aurais pu faire pareil. Je fais ça gratuitement. Je rends service. Et je récolte des critiques. Toujours des critiques.